Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire ce soir, est-il vraiment sérieux? L'annonce choc de Donald Trump sur Gaza a sidéré le monde. Le président américain veut prendre le contrôle de l'enclave palestinienne pour en faire, pourquoi pas, la Côte d'Azur du Moyen-Orient sans Palestiniens forcés de vivre ailleurs. La condamnation est quasi unanime. Ces propos auront-ils des conséquences sur la stabilité de la région et sur l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? Grand décryptage dans un instant sur ce plateau. 2 motions de censure, sinon rien. Notre invitée franc-parler aura voté les 2 d'ici ce soir dans l'hémicycle. Elle nous dira pourquoi le groupe qu'elle préside à l'Assemblée, les écologistes, n'a pas suivi la stratégie des socialistes. Grand entretien avec Cyrielle Châtelain dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, la guerre des droites est-elle de retour? Le duel Retailleau-Wauquiez-Farage pour la présidentielle, mais aussi pour la présidence du parti Les Républicains. Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde. Installez-vous, bien sûr. Top générique. L'idée est folle sur le plan du droit international et elle a stupéfié toutes les grandes capitales. Donald Trump veut prendre possession de la bande de Gaza et vider l'enclave de ses habitants. Il évoque même une prise de contrôle américaine sur le long terme, annonce en conférence de presse à la Maison-Blanche hier, en présence de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Alors faut-il le prendre très au sérieux? Quel avenir pour Gaza, ravagé par plus de 15 mois de guerre avec Israël? Bonsoir Isabelle Lasserre. Bonsoir. Merci d'être là, correspondante diplomatique du Figaro. Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir Myriam. Ancien grand reporter enseignant à Sciences Po Paris. Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir Myriam. Bienvenue, ancien correspondant à Jérusalem, consultant international pour LCI. Et bonsoir David Rigollet-Rose. Bienvenue également, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci infiniment à tous les 4 de participer à ce débat en direct qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap de Bruno Donnet. Bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, pas de problème, rien que des solutions. Oui, vous pensiez peut-être qu'établir un processus de paix à Gaza était une chose particulièrement compliquée. Eh bien, vous vous trompiez probablement parce que vous n'aviez encore jamais songé à ça. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot. Placer Gaza sous contrôle des États-Unis. Pour en faire quoi? Eh bien, là encore, je vous le dis sans faire le malin, c'est on ne peut plus simple. Je ne veux pas faire d'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être magnifique. Voilà, alors vous allez me dire, pour l'instant, la Côte d'Azur du Moyen-Orient, elle ressemble plutôt à ça. Les Nations Unies estiment qu'il faudra plus de 20 ans pour dégager les 50 millions de tonnes de débris qui jonchent Gaza. Et elle est aujourd'hui peuplée de près de 2 millions de personnes. Mais là encore, la solution est infiniment simple. Il suffit de virer tous les Palestiniens de Gaza. Mais pourquoi voudraient-ils revenir ? C'est l'enfer là-bas. C'est l'un des pires endroits sur Terre. Voilà, pas de problème. Du reste, ils sont tous à peu près d'accord avec le président américain. Nous refusons d'être déplacés et expulsés d'ici. C'est notre terre. Nous resterons sur notre terre, la terre de nos grands-parents. Bien, et si jamais on est confronté à un ou deux récalcitrants, eh bien, il suffit de leur expliquer que d'autres pays peuvent tout à fait les accueillir et que leur vie y sera nettement plus douce. On peut leur construire quelque chose de mieux, dans un autre pays, peut-être en Égypte, en Jordanie ou ailleurs. On peut leur construire 4, 5 ou 6 zones, pas forcément une seule, mais un endroit où ils pourraient vivre et non mourir. Allons bon, les Gazaouis iront ailleurs. Du reste, ils n'auront que l'embarras du choix, puisque l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont d'ores et déjà affirmé qu'elles refuseraient catégoriquement d'accueillir des Palestiniens. Et quelle est la réaction de la France ce soir face à cette ingérence américaine? Là aussi, Myriam, c'est extrêmement simple. Elle est en désaccord
totale. La porte-parole du gouvernement a d'ailleurs tenu à rappeler ce matin quelle était la doctrine de la France. Pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à 2 États. 2 États et non pas un seul. Alors à ce sujet, la Cour pénale internationale stipule noir sur blanc, c'est son article 7, que la déportation ou le transport forcé de population doit être considéré comme un crime contre l'humanité. Enfin, pour terminer, Myriam, vous vous souvenez probablement de ces images. C'était il y a 32 ans. L'Amérique de Bill Clinton avait alors réussi à faire se serrer la main à Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, une époque assez lointaine où les États-Unis considéraient que pour trouver une solution, il était plus prudent de bien comprendre le problème. Merci beaucoup. Merci Bruno. Le contraste est évidemment saisissant. Comment vous avez réagi? Ça m'intéresse de savoir parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est encore sur le coup d'une forme de choc. Vincent Hugeux, est-ce que cette annonce vous a surpris? Est-ce qu'elle vous a désarçonné? Est-ce qu'elle vous a sidéré? Écoutez, par son caractère obscène, oui. Maintenant, s'agissant de Donald Trump, the sky is the limit. Hein, le ciel est la seule frontière. Au fond, la formule à 2 États ne s'est jamais si bien portée. D'abord l'état de sidération et ensuite l'état de mort cérébrale de toute espérance. Il y a quelque chose de fantastique chez Trump, c'est sa perception totalement ahistorique de la réalité du monde. Pour lui, il n'y a pas de tissu humain, ça n'existe pas, et il n'y a pas de passé ni de mémoire. On est là avec un promoteur immobilier qui est en même temps technicien de surface, puisque ça fait 2 semaines qu'il nous explique qu'il faut nettoyer la bande de Gaza. Vous remarquerez le lexique quand même. Et donc, pour lui, c'est une friche industrielle. C'est un terrain à bâtir ou à rebâtir. Mais encore une fois, il n'y a ni homme, ni femme, ni histoire sur ce territoire. Et ça, j'avoue que oui, par son ampleur, ça m'a un peu sidéré. D'autant qu'il va, et je termine là-dessus, au-delà des fantasmes les plus délirants de l'extrême droite israélienne. C'est ça qui est très saisissant. C'est qu'il avait déjà dit, Gallagher Fenwick, qu'il fallait que les Palestiniens s'en aillent en Égypte ou en Jordanie. Là, il dit qu'il va prendre possession de l'enclave palestinienne de Gaza. We will own Gaza. C'est vraiment la traduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut occuper la bande de Gaza? Alors la Maison-Blanche vient de dire que non, en précisant que le président américain, je cite, ne parle pas de la présence de troupes américaines à Gaza. Comme quoi l'effort d'interprétation auquel on s'adonne est un effort qui est partagé, je pense, par certains des conseillers de Donald Trump et de son entourage, qui ont sans doute dû également être assez surpris par ce qu'il a formulé. Non pas l'idée de l'expulsion, que les Palestiniens connaissent tragiquement et malheureusement trop bien depuis 1948, mais il va encore plus loin, vous l'avez dit, notamment que Bezalel Smotrich, l'infâme ministre des Finances, qui en décembre 2023 disait, là je cite encore une fois, que s'il ne restait que 100 à 200 000 Palestiniens dans Gaza, alors la question de l'après serait vue très différemment. Lui, il dit, il en restera 0. L'exercice est compliqué parce que je pense qu'il y a, dans une certaine mesure, quelque chose qui est produit à chaud, et donc le décrypter à chaud, c'est compliqué. Il y a plein de théories, j'en vois 2 qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives. Il y a une arme que Donald Trump adore manier et qu'il manie très très bien, qui est l'arme de distraction massive. Il y a un scandale colossal aux États-Unis, avec Elon Musk entouré de jeunes ingénieurs tirés de ses boîtes qui sont en train de rentrer dans le cœur du réacteur financier de l'État américain. Donc c'est le Trésor, c'est les déclarations d'impôts, c'est les marchés publics, donc les concurrents d'Elon Musk, c'est la possibilité de déclencher des paiements qui se chiffrent en milliards, d'en bloquer d'autres. Et toute la journée, les chaînes américaines, pour les avoir regardées, étaient là-dessus jusqu'à ce qu'il y ait ces conférences de presse. Donc il fait diversion ? Alors ça, c'est une théorie. Moi, ma capacité d'analyse, si vous voulez, c'est comme tout le monde, elle s'arrête aux limites, j'allais dire, de la paroi de la boîte crânienne de Donald Trump. L'autre chose, Donald Trump transactionnel. Pourquoi est-ce qu'il dirait cela? Parce qu'il s'adresse aux voisins arabes et il leur dit, vous avez 2 options. Soit c'est vous qui payez pour la reconstruction, soit c'est vous qui récupérez les Palestiniens. Vous décidez. Mais si c'est nous, les Américains, qui avons à own Gaza,
c'est vous qui récupérez la population. Donc il y a peut-être un petit peu de ça. Donc il y a peut-être quand même de la rationalité dans cette idée de théorie. Il y en a plein d'autres. D'un deal. Isabelle Lasserre, votre lecture, est-ce que ces propos pour vous sont délirants ou est-ce qu'on peut leur prêter une forme de rationalité dans l'hypothèse d'un Trump transactionnel qui envoie des messages certes complètement radicaux, mais dans la perspective de débloquer quelque chose? Alors au début, ils m'ont paru complètement incompréhensibles pour la seule et bonne raison que ce n'est pas ce qu'était en train d'essayer de faire Donald Trump. L'un de ses succès, un de ses rares succès en politique étrangère pendant son premier mandat, c'était les accords d'Abraham. Et là, rappelez pour ceux qui nous regardent. Les accords d'Abraham, c'est la réconciliation, un accord qui scelle la réconciliation entre certains Arabes et certains pays arabes et Israël. Le seul pays qui n'a pas rejoint ces accords, dont font partie par exemple le Maroc ou le Soudan, c'est l'Arabie saoudite, qui mettait comme condition la création d'un État palestinien. Il y a depuis plusieurs semaines des négociations pour faire repartir ces accords d'Abraham, les compléter en fait, et intégrer l'Arabie saoudite. Et ça, ce genre de déclaration, ça peut favoriser donc normalement, le retour des accords d'Abraham. Absolument contradictoire avec l'intention de Donald Trump. D'où une troisième interprétation qu'il faut aller lire loin, c'est-à-dire sous les propos obscènes, disrupteurs et qui paraissent complètement abracadabrants de Donald Trump, qui serait d'aller beaucoup trop loin pour en fait adopter une solution de transition, parce qu'en fait Donald Trump souligne quand même deux problèmes. Il aime quand les choses marchent, il ne supporte pas quand elles ne marchent pas. Alors je vous interromps parce qu'on apprend que la Maison-Blanche communique en direct et dit qu'ils ne financeront pas. Voilà. Ils ne financeront pas la reconstruction de Gaza. Oui, absolument. Alors, Donald Trump part du principe que la solution à deux États est morte. Il a un autre problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconstruit Gaza, comment peut-on reconstruire sur ce tas de ruines avec 2 millions de personnes qui sont dans ces ruines? D'où l'interprétation de certaines personnes. On ne peut pas le faire. Il y a eu d'autres cas après-guerre. C'est une période de transition et l'occupation sera en fait une occupation internationale. Et en fait, la reconstruction et la sortie de la guerre sera appuyée par l'Arabie saoudite et par les États arabes modérés. Les Palestiniens reviendront après. En fait, la base aussi du raisonnement de Donald Trump, quand on va en Israël en ce moment, on s'en aperçoit vraiment très bien. C'est que depuis le 7 octobre, côté israélien, la solution à deux États paraît complètement morte. Donc il est trop tôt pour la faire ressurgir. On va parler, des réactions d'Israël. Si l'idée est vraiment de vider complètement Gaza de manière définitive des Palestiniens, bien évidemment, ce ne sera pas possible. Alors, je termine le tour de table. Donc, on sait ce soir que la Maison-Blanche ne financera pas. On sait également qu'il n'y a pas de question d'occupation militaire. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a besoin de corriger un peu tout ça. Moi, j'ai regardé Marco Rubio. Je me suis dit peut-être que Marco Rubio sera un tout petit peu plus clair. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Gaza doit être libéré du Hamas. Comme le président américain l'a déclaré aujourd'hui, les États-Unis sont prêts à prendre les devants et à rendre Gaza sa beauté, make Gaza great again. Notre objectif est d'instaurer une paix durable dans la région pour tous les peuples. Est-ce qu'il est complètement aligné avec Trump ou est-ce qu'il le tempère ? Il est la voix de son maître, de toute façon, parce qu'il a fait allégeance. Il faut rappeler quand même qu'au moment de la campagne, il y avait eu des tensions quand même très fortes entre les deux, avec un vocabulaire parfois très vert employé à l'adresse de Donald Trump. Et finalement, il s'est rangé par réalisme politique à la candidature de Donald Trump, qui l'a récompensé. Donc, il est la voix de son maître. Même s'il sait qu'il y a des choses qui sont totalement irréalistes, mais il sait aussi que Donald Trump est dans le monde de la vérité alternative. Ça rentre aussi en ligne de compte. Il se trouve que le secrétaire d'État américain communique en même temps que je vous parle. Il parle d'une offre généreuse et pas hostile. Et il parle, et là je demande à l'oreillette magique en régie de vérifier ça, c'est que les habitants quittent Gaza, mais de façon temporaire. Oui, pendant la reconstruction. Oui, parce qu'évidemment, vu les réactions, le tollé international, alors il joue sur le fait que de toute façon, il y a une réalité, c'est que l'enclave est devenue quasi inhabitable. Ça, c'est un fait. C'est pas une pétition de principe. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'après-guerre, il y a eu des reconstructions sans déplacement de population. Oui, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des explosifs, parce qu'il y a des cadavres, parce que tout est détruit, on ne peut rien, même de façon temporaire. Une grande partie des bâtiments, on le voit, de toute façon, ont été rasés.
Il y a toute une logistique pour prendre en charge les 2 millions de personnes de Gazaouis qui sont sur place. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas tout faire en même temps, effectivement. Donc, c'est un argument qui pousserait effectivement à une mise de côté temporaire. Mais la question, c'est si le temporaire devient définitif. Et ça n'existe pas, le déplacement temporaire. La limite, justement, en leur laissant l'idée qu'une reconstruction permettrait qu'ils reviennent à terme. C'est loin d'être probablement le calcul intégré dans ce type de formulation, mais c'est une manière de vendre éventuellement le projet. Quand on regarde les réactions, alors avant ces précisions très importantes ce soir de la Maison-Blanche et de Marco Rubio, le monde arabe, condamnation générale, Mahmoud Abbas, tout comme l'Égypte, la Jordanie dénonce des déclarations dangereuses, le Hamas fustige les propos de Trump qui jette de l'huile sur le feu, Gaza n'est pas à vendre, nous ferons échec à tous ces plans visant à déporter, expulser le peuple palestinien de sa terre. Le Qatar est un peu plus prudent et dit il est trop tôt pour parler de déplacement, nous ne savons pas comment la guerre va se terminer. Est-ce que la première conséquence, c'est que tout le monde arabe se ressoude derrière la cause palestinienne? À mon sens, ce serait trop dire. Ce serait une forme de miracle géopolitique. L'un des effets pervers de cette tentative, alors dont peut-être le génie échappe à ma bande passante intellectuelle, là quelque chose. Personne n'est parfait, Vincent Hugeux. C'est que d'abord, l'effort de normalisation qui a été entrepris, dans le sillage notamment des accords d'Abraham dont Isabelle parlait tout à l'heure, est verrouillé pour le moment à l'instant T côté Arabie Saoudite, qui restait vraiment l'enjeu principal, puisque le discours officiel à Riyad, c'est pas de normalisation avec Israël dans un contexte aussi ravageur que celui-là. Mais il prend d'autres risques, en fait, Trump. D'abord, de s'aborder une trêve que l'on sait extrêmement précaire et qui n'en est qu'au terme de sa première des 3 phases. Elle est déjà compromise avec ses propos. J'ajoute à cela, quand vous regardez le verbatim intégral de la conférence de presse conjointe, les propos de Benjamin Netanyahou, dont on sent, d'ailleurs il le dit de manière quasiment explicite, qu'il brûle en fait de déterrer l'âge de guerre avec le Hamas, et il revient sur sa chimère de la victoire totale et de l'éradication. Donc en ce sens, c'est vrai, mais en même temps, on va l'écouter, je vous redonne la parole, Benjamin Netanyahou avait l'air quand même un tout petit peu pris de court face à Donald Trump hier à la Maison-Blanche. On va l'écouter, le Premier ministre israélien. Il a une idée qui est différente et je pense qu'elle mérite qu'on y prête attention. Nous en parlons, il l'étudie avec ses collaborateurs. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire et cela vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Vincent Hugeux, il veut écouter, prendre la balle au bon, mais contrairement à ces ministres d'extrême droite, suprémacistes, Smotrich et Ben Gvir, il veut éradiquer le Hamas, mais il n'a jamais dit qu'il voulait lui aussi déplacer les Palestiniens. Écoutez, quand même, l'idée de ce qu'on appelle en hébreu, par exemple, l'optia yardénite, l'option jordanienne pour les Palestiniens de Cisjordanie, est évidemment anathémique, par exemple, pour le roi Abdallah, et pour une raison, là encore, historique. Il faudrait que Trump révise ou apprenne ses classiques. C'est Septembre Noir, 1970, où vous avez le roi Hussein qui déclenche une opération d'ailleurs dévastatrice contre les fédayines de l'OLP qui veulent renverser la monarchie hachémite. Aujourd'hui, en Jordanie, la population est majoritairement de souche palestinienne. Et c'est tout aussi insupportable pour un Abdel Fattah al-Sisi, le maréchal président égyptien, qui est aux prises au Sinaï avec une sorte de maquis djihadiste à huis clos, qui craint la submersion migratoire. On a entendu ça quelque part. Et puis, dernier péril, à mon sens, c'est que ça peut être aussi un feu vert implicite à la réoccupation de Gaza. Et là encore, Trump dit... Par qui là? Par les forces israéliennes. Ils sont déjà là-bas. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, il est à noter également que par rapport à cela, Trump, interrogé sur cette hypothèse, dit « nous en discutons, nous nous prononcerons dans les 4 semaines qui viennent, dans le mois qui vient ». Alors, l'extrême droite israélienne applaudit des 2 mains, très clairement. Smotrich, nous allons maintenant œuvrer pour enterrer définitivement l'idée dangereuse d'un État palestinien. Quelles conséquences ça va avoir sur la suite? On n'est même pas dans la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu qui correspond à la démilitarisation de la bande de Gaza par l'armée israélienne. On est encore dans la première phase de libération des otages. Et
contre la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce que ça, même cette phase, encore la fin de la première phase, est remise en cause? En tout cas, le président lui-même a indiqué qu'il avait des doutes sur la poursuite, le déroulé prévu. Alors, on ne sait pas trop si c'était sur la première ou la deuxième phase, mais manifestement, il avait conscience qu'il y avait potentiellement une vraie hypothèque, et elle n'est pas fictive, puisque Bezalel Smotrich insiste pour reprendre la guerre à l'issue de toute façon de la première phase, des 42 jours. Donc c'est explicite de ce point de vue-là, et il intègre effectivement cette variable. Lui qui est pourtant d'un optimisme déclaré en toutes circonstances, là il émet des doutes sur la pérennisation du processus. Il y a des voix américaines importantes. Mike Waltz, le secrétaire d'État à la sécurité nationale, il a toujours dit que les Américains soutiendraient Israël si la guerre devait reprendre à Gaza, et même continueraient à armer l'État hébreu. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs verrous qui ont sauté au niveau armement, qui avaient été posés par Biden et que Trump a levé dès qu'il s'est installé à la Maison-Blanche, et notamment la livraison de grosses bombes de plus de 2000 kilos. Sur l'Arabie Saoudite, moi, je serais moins sûre que ça, parce que le discours de l'Arabie Saoudite a glissé ces dernières semaines, et on est passé de l'exigence de la création d'un État palestinien à aujourd'hui l'exigence d'un chemin qui mènera à la création d'un État palestinien. Et les négociations entre Trump et l'Arabie Saoudite n'ont pas été rompues. D'ailleurs, il a annoncé tout à l'heure qu'il allait bientôt se rendre en Arabie Saoudite. Donc, je crois qu'il faut être un peu prudent dans l'analyse de ça. Il y a des images qui ont beaucoup choqué les Israéliens, et donc par rebond, sans doute l'administration américaine aussi, c'est les images de liesses pro-Hamas qui ont accompagné la libération des otages la semaine dernière. Et donc qui prouvent que l'idée d'éradiquer complètement le Hamas était chimérique. Certes, le Hamas a été détruit au niveau militaire, mais l'esprit du Hamas, en fait, est toujours là. Et le Hamas a essayé de transformer cette libération d'otages en une espèce de victoire. Et ça a été un petit peu... ça provoquait un espèce de choc en Israël, en fait. Donc tout ça s'explique aussi de cette manière-là. Gaël Lagerfeld, l'idée toujours de cette rationalité transactionnelle vis-à-vis notamment de l'Arabie Saoudite. Isabelle Lasserre qui dit, au fond, on est passé d'une condition de l'État palestinien créé ou garanti à le début de la possibilité d'entrevoir à terme cet État. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une ouverture potentielle, ou est-ce qu'on est dans la supputation? Ça veut dire que si le plan de Trump, c'est de faire une transition, de déplacer les Palestiniens pour ensuite les ramener, c'est quelque chose qui peut être acheté par l'Arabie Saoudite. D'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord que le prince héritier MBS, il est également très transactionnel. Lui, il veut deux choses. Il veut maintenir un avantage qualitatif du point de vue militaire par rapport à l'ennemi qu'est l'Iran, même s'il y a un rapprochement qui s'est fait sous l'égide des Chinois récemment. Il reste très méfiant. Et l'autre chose, c'est qu'il veut justement, par rapport aux Iraniens, il veut de l'aide sur le nucléaire. Et là, les Chinois sont très en pointe sur ce dossier. Je pense que Trump ne le sait peut-être pas, mais ses conseillers le savent. Donc MBS, c'est ça qu'il veut. Et donc s'il doit s'inscrire dans une espèce d'architecture régionale comme les accords d'Abraham, qui pour moi sont un échec. C'est-à-dire que le 7 octobre est la résultante des accords d'Abraham, qui devaient pacifier la région et qui consistaient à convaincre les Palestiniens de troquer leur dignité pour des dollars, ce qui ne fonctionne pas. Et on voit que Trump est toujours dans cette logique, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris la rupture que représente le 7 octobre et ses conséquences. Après, il ne faut pas confondre le pouvoir et le peuple. MBS, tout prince héritier qu'il soit, il a une population. Je veux dire, ce qui est en train de se passer à Gaza fait la une tous les jours dans tous les pays arabes, qui sont abreuvés d'images que nous ne diffusons pas, que nous ne regardons pas, par choix, par dégoût, par inconfort, etc. Et donc leur dire tout ça c'est terminé, on va signer, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc il doit composer évidemment avec sa population. Il doit composer avec cette réalité-là. La question de l'avenir de Gaza, elle est posée. Alors elle est posée par Trump, mais au moins ce soir on peut essayer d'en débattre en essayant de voir quels sont les scénarios possibles. Qui va reconstruire Gaza? C'est la grande question. Qui va payer et combien? Élément de réponse, Clément Perrault.
La bande de Gaza est aujourd'hui un immense champ de ruines. Une montagne de 42 millions de mètres cubes de gravats, dont le seul déblaiement prendrait, selon les estimations américaines, 5 ans et coûterait 1,2 milliard de dollars. Reconstruire Gaza suppose bien sûr de bâtir ensuite des logements, mais aussi des systèmes de distribution d'eau, des hôpitaux, des écoles, des administrations. Le dernier chiffrage du coût global de ces travaux, selon les estimations des Américains, d'Israël et de l'ONU, dépasserait les 100 milliards de dollars. Comment parvenir à une telle somme ? Certains États ou organisations internationales pourraient contribuer à la reconstruction via des plans d'aide au développement. Mais il faudrait aussi des donateurs et des investisseurs internationaux. À ce sujet, les regards se portent naturellement sur les monarchies du Golfe, mais leur participation est loin d'être acquise. Quand il leur est posé la question de savoir s'ils vont participer au financement, ils disent qu'ils ne sont pas le carnet de chèques de l'occupation et de la destruction de Gaza, qu'ils peuvent éventuellement prendre part à de l'investissement économique dans la bande de Gaza, mais que surtout, cet argent doit accompagner et s'appuyer sur une solution politique qui a été balayée hier soir d'un revers de la main par Donald Trump. L'idée, c'était de profiter de l'aubaine, si je peux m'exprimer ainsi, de la reconstruction de Gaza pour enfin penser la solution politique qui est gelée depuis les accords d'Oslo et de permettre l'édification de l'État palestinien. La question de la reconstruction de Gaza est indissociable de celle de l'avenir politique de la Palestine. Une situation stable qui limiterait les risques de résurgence du conflit semble être un préalable indispensable. Vincent Hugeux, personne ne versera un centime si il y a de fortes chances que la guerre reprenne dans les mois, dans les années qui viennent. Donc ça coûte entre 100 et 200 milliards de dollars. On apprend ce soir, après le rétroprédalage de la Maison-Blanche, que les Américains ne financeront pas cette reconstruction. Qui ? Ça rejoint l'hypothèse émise par Gallagher tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on somme les pays arabes qui en ont les moyens de cracher au bassinet, de passer à la caisse. Donc les pétromonarchies. Oui, pour l'essentiel, en leur laissant miroiter effectivement une Qatar, normalisation qui l'apaiserait. Et puis aussi, Arabie Saoudite, Émirats. Un primat régional dans la vieille rivalité avec l'ennemi iranien. Il y a juste un tout petit point sur lequel je voudrais insister 12 secondes, c'est qu'on est tellement saturé des outrances de Trump qu'on oublie de dire que ce qu'il propose, ce qu'il préconise, c'est une violation du droit international absolument flagrante, que c'est un crime de guerre. Alors justement, au sens de la loi. On s'est posé la question, c'est criminel, est-ce qu'il peut être poursuivi pour ce qu'il a dit ? Dans l'absolu, si en ce bas monde il y avait un respect des textes, des normes et des chartes, il pourrait être poursuivi. S'il menait à bien ou à mal, en l'occurrence, ce funeste projet. Pour répondre à votre question, moi, quand je vois Trump aux côtés de Netanyahou, pour moi, c'est une association de malfaiteurs. Trump a été condamné 34 fois au pénal. Benjamin Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. Bruno, dans sa chronique tout à l'heure, a cité l'article 7. Ces deux pays, Israël et les États-Unis, ne reconnaissent pas, n'ont pas signé, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc bien sûr qu'ils devraient être passibles de poursuites pour incitation à la haine, pour encouragement à la commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais c'est aussi ça, ce à quoi on assiste. C'est un grand moment de triomphe de la force qui s'émancipe totalement de ces normes que les États-Unis ont façonnées et ont structurées. C'est-à-dire qu'on regarde ce débat en tant que Français, regardez-le aussi en tant que Chinois, regardez-le en tant que Russe, regardez-le en tant que Rwandais, regardez-le avec les yeux de ces personnages prédateurs qui n'ont que faire du droit international. Et qui va-t-on être pour aller les voir en leur disant « vous ne pouvez pas aller vous servir dans l'est du Congo et dans le Kivu parce qu'il y a des minerais ». Ça ne se fait pas. Il faut respecter l'intégrité. Il impose la loi de la jungle et la loi de la force au monde entier. David Rigolet-Rose, c'est vrai que là, ce soir, on se pose plein de questions, puisque pas d'occupation militaire, pas de participation financière. Il a parlé trop vite, presque, on a l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire si au fond, la Riviera de Donald Trump n'existe pas ce soir avec ces corrections de la Maison-Blanche? Oui, mais il est sans filtre, ça fait partie de ces excès. Mais ce n'est pas totalement farfelu conceptuellement, parce que c'est un projet qui avait été déjà qui avait fuité par la bouche de Jared Kushner. Oui. Il avait fait le beau-fils. Oui. Il avait évoqué justement cette idée de potentiel.
Oui, c'est ça, Harvard. Il avait fait une conférence. De déplacement temporaire également. Oui, et puis même de faire un développement d'une nouvelle Riviera, qui coïncide d'ailleurs avec un projet israélien, justement, qui est de Benjamin Netanyahou. Donc c'est pas tout à fait théorique, fantasque. Alors ça l'est dans ses attendus, évidemment, mais pas dans l'imagination du projet en tant que tel. Ça qui est intéressant. Il demeure qu'effectivement, on est rentré dans une ère de déconstruction du système de l'architecture post-45, ça s'est accéléré avec l'Ukraine, et puis là, ça prend des proportions de plus en plus importantes, et c'est très inquiétant pour la suite, parce qu'effectivement, tous les verrous, en fait, qui permettaient de réguler autant que possible le système international sont en train de sauter. Isabelle Lasserre. Oui, bah alors c'est vraiment... Et là, on a, après les menaces sur le Groenland, le Canada et Panama, et plus ses déclarations, etc., Trump accélère la décomposition de l'ordre international qui avait déjà été complètement piétiné par Poutine. Et non seulement il justifie, en fait, l'occupation de la Crimée quand il fait ça, mais il justifie par avance d'autres occupations, par exemple de la Chine à Taïwan. Il n'y a plus rien ne tient, c'est-à-dire qu'il accélère l'effondrement du système international à une vitesse absolument incroyable. Quel mot vous mettriez sur sa vision du monde? Il est impérialiste comme au 19e siècle? Il est disrupteur. Il est déconstructionniste. Ouais, disrupteur, destructeur. En fait, quand quelque chose ne fonctionne pas et que quelque chose est bloqué, il lance une bombe dessus, tout explose et il pense qu'il va pouvoir recomposer. Le problème, c'est qu'à mon avis, sa grosse erreur là-dessus, et Gallagher avait raison de dire que, en fait, le problème des accords d'Abraham, c'est que la question palestinienne, en fait, avait été exclue des accords d'Abraham. Et en fait, Trump, c'est un type de business. Il aime le cash, c'est un type qui fonctionne avec l'immobilier, le fric, c'est donnant-donnant, il n'y a jamais de morale, il n'y a jamais de... On ne peut pas imaginer un plan Marshall, par exemple, avec Trump aujourd'hui. Et il agit de la même manière avec les Palestiniens, c'est-à-dire qu'il considère que si on les déplace là pendant quelques années, on reconstruit tout beau, et puis ils vont revenir et ils vont être très contents. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça a été déjà l'erreur des accords d'Abraham. On ne peut pas nier l'identité des Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à la terre de leur grand-père et on ne peut pas les réduire. On ne peut pas leur proposer une solution qui soit uniquement une solution économique. On ne peut pas faire du monopoly en fait. sur l'échiquier mondial sans les peuples. Ça ne fonctionne pas. Il y a une histoire à respecter. Le mot de la fin, quelle perspective? C'est difficile de se projeter ce soir, mais... Ce qui peut dérouter une partie de la base trumpiste, c'est la contradiction interne. C'est-à-dire que d'une part, il n'a eu de cesse que de fustiger l'interventionnisme aventureux de l'Amérique, les fiascos dans l'ordre d'apparition en scène Vietnam, Irak, Afghanistan. Et là, il est dans une logique expansionniste, alors de son étranger proche, Panama, Canada, mais aussi au-delà des mers. Donc, comment va-t-il réussir à vendre ça quand, dans le même temps, il va falloir faire digérer l'inflation induite par les droits de douane complémentaires? Ça peut se finir autrement que par une forme de chaos mondial, pour terminer. Qui sont les prochains? Isabelle a donné une liste qui, à mon avis, n'est pas terminée. Canal de Panama, Canada, Groenland, Gaza, qui sont les prochains dans l'esprit de Trump expansionniste. Bien, Afrique, en RDC. On va s'arrêter sur cette note assez sombre, mais j'espère vous revoir très vite parce qu'on a évidemment besoin de votre expertise. Merci d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, on va recevoir Cyrielle Châtelain qui nous attend, vous la voyez, en coulisses. Mon invité franc-parler ce soir, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui a choisi, avec ses 38 députés, de censurer le budget de François Bayrou, contrairement aux socialistes. Elle nous dira pourquoi. Mais d'abord, direction la salle des 4 colonnes, à 2 pas de l'hémicycle. Bonsoir, Elsa Mondingava. Vous avez évidemment suivi les débats. 2 motions de censure portées par les Insoumis. Où en est-on précisément ce soir ? Eh bien, écoutez, Myriam, on est en train de voter sur la deuxième motion de censure. Je vous rappelle que seuls les députés favorables à la motion vont voter, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Les 2 vont être repoussés. La première n'a été votée que par 128 députés. C'est pas du tout suffisant pour renverser le gouvernement. Et je vais vous donner une petite astuce pour voir si une motion de censure a un risque d'être adoptée ou pas. La présence, le nombre de journalistes au mètre carré, salle des 4 colonnes, il y en a puisque c'est intéressant et c'est pas anodin. Mais si la motion avait un risque
risque d'être adopté, il y en aurait beaucoup plus. Non, celui qui est un peu au centre de tous les débats, c'est Olivier Faure. Marion Goussiès vous le montrait en pleine discussion avec les journalistes, puisque ce sont les socialistes qui ont fait un petit peu basculer cet enjeu en annonçant qu'ils n'allaient pas voter de motion de censure. Le RN l'a dit aussi un peu plus tard, et ça n'a pas été forcément compris par leurs collègues du Nouveau Front Populaire. Je vous propose d'écouter l'orateur du groupe socialiste, Emmanuel Grégoire, qui répondait aux revendications des Insoumis dans l'hémicycle, qui lui demandaient de censurer. J'entends une petite voix sur ma gauche qui me rappelle aux puretés de la vertu, comme disait Saint-Just. Je veux leur dire très amicalement que ce n'est ni dans l'outrance des mots, du verbe et des actes que se forge le chemin de la crédibilité et de la conviction. Et je le dis, le bruit et la fureur fragilisent les combats, nos combats, ceux de la gauche. Alors sachez tout de même que 6 députés socialistes ont voté pour la motion de censure. Ils étaient 8 juste après la déclaration de politique générale, et que les Insoumis ont déclaré bien que le PS s'était exclu, avait fait son interruption au sein du NFP. Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis, appelle les députés à se réunir. Oui, mais uniquement ceux qui ont voté la censure, ce qui exclut donc la grande majorité du groupe socialiste. Remue-ménage à gauche et une censure qui va être repoussée aussi, la deuxième, dans quelques instants. Les députés sont en train de voter. Merci beaucoup Elsa Mondin-Gava et bienvenue sur ce plateau Cyrielle Châtelain. François Bayrou va donc rester Premier ministre. Le suspense est quasi nul ce soir puisque cette deuxième motion de censure n'a aucune chance d'être adoptée. Vous le regrettez vraiment ? Oui, alors ce que je regrette vraiment, c'est le budget qui va être mis en œuvre. C'est un budget avec des coupes extrêmement fortes qui vont toucher des politiques de très grande proximité. Mais vous pensez vraiment, on va y venir au budget dans le détail, que le pays se porterait mieux sans budget et sans Premier ministre ce soir ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une pression extrêmement forte pour qu'on n'ait pas de débat démocratique sur le budget. Et ça, en fait, à un moment, c'est pas possible. Le budget, c'est le fondement de la politique qui va être menée sur toute l'année. Et ce budget-là, c'est la reprise du budget Attal, puis du budget Barnier, maintenant c'est le budget Bayrou. En fait, on ne peut pas accepter qu'alors que les choses changent, la seule chose qui ne change pas, ce sont les orientations budgétaires. Alors il y a eu quand même des négociations, et c'est là que ça surprend. Qui ont été infructueuses. Parce que vous, les écologistes, vous avez essayé. Vous êtes allé à Matignon rencontrer François Bayrou. Vous avez donné l'impression d'être favorable à l'idée d'un compromis, c'est-à-dire obtenir des concessions, mais en lâcher d'autres. C'est ça le compromis, c'est de part et d'autre. Personne n'est vraiment gagnant. Et puis finalement, vous avez décidé de revenir d'une certaine façon avec les Insoumis à la position de censure. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment lisible ? Alors parce que nous, notre souci, c'était... Justement, vous l'avez dit, il y a eu le budget Barnier est tombé, Michel Barnier est tombé, et on nous a dit on veut faire autrement, on veut discuter. Donc on y allait, on a discuté, on a fait des propositions, et en fait on nous a dit non. On vous a dit non à tout. Mais en fait, sur l'environnement, nous demandions 7 milliards, nous demandions des moyens pour la rénovation des logements, nous demandions des moyens pour pouvoir aider les personnes à changer de véhicule, à avoir des véhicules propres. Ces budgets-là sont baissés. En fait, alors on va venir dans le détail, je vous promets dans un instant, au budget, parce que il y a aussi des choses sur l'écologie, et c'est vrai qu'il est en baisse de 2 milliards ce budget. Est-ce que vous pensez que ça va laisser des traces ? Parce que on voit bien qu'il y a un début de rupture à gauche. Est-ce que le nouveau Front populaire se réduit d'un parti, le Parti socialiste, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ? Non. Pour moi, le nouveau Front populaire reste à 4 partis. Est-ce que ça aura des traces ? Sans doute. La question, c'est qu'il faut qu'on arrive à les dépasser. Et je pense que faire de ce vote un vote qui viendrait diviser la gauche serait une erreur. Et donc aujourd'hui, nous devons... les Insoumis. Non, mais bien sûr, socialistes, la rupture est consommée là. C'est mais moi, ce que je leur dis, c'est stop. En fait, stop. À un moment, on a été élus ensemble. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, même dans des moments de tension très forte. Qu'on est à un moment, vous avez fini votre dernier plateau en demandant est-ce qu'en fait la guerre mondiale peut être empêchée ? On est dans un moment d'inquiétude extrêmement fort au point de vue international, d'extrêmement fort au point de vue national. Moi, je ne veux pas faire le deuil d'une des seules lueurs d'espoir qu'on a apportées aux électeurs. Vous voyez qu'elles sont encore réconciliables, franchement, ces deux gauches. Vous avez entendu Moi, Olivier Faure ? Moi, je ne crois pas à la gauche réconciliable. Je n'y crois pas. Olivier Faure a dit très clairement sa position, on n'a pas la censure honteuse, on a été utile, on a arraché des concessions et on est dans l'opposition. Vous, c'est le contraire. Mais pour bien comprendre, vous souhaitez qu'il y ait un candidat de gauche uni, des Insoumis
aux socialistes? Parce que Olivier Faure, lui, pour la présidentielle, il a dit très clairement, il y aura 2 candidats de gauche. On ne veut pas de Mélenchon. Donc il y aura Mélenchon et puis il y aura un candidat de la gauche. La logique de la division, c'est la logique de la défaite. La logique de la division, c'est la logique de la défaite. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers un processus large, démocratique, qui permette en fait d'avoir une désignation et qui emmène toutes les personnes qui ont contribué au nouveau Front populaire. Avec Jean-Luc Mélenchon, si c'est une primaire, il faut qu'il y soit candidat. Mais en fait, oui, il faut un processus large qui permette un travail commun de tout le monde, sans exclusive, mais sans non plus que personne s'impose. Ça vous fait un point vraiment de désaccord avec les socialistes aujourd'hui. Alors on y vient. Chose promise. Il y en avait plusieurs aujourd'hui quand même des points de désaccord. Au fond, le budget de l'écologie perd donc 2 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très très concrètement pour les Français quel sera l'impact, le logement, ma prime rénov, les aides aux énergies renouvelables? Qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour les Français? Les deux exemples les plus forts, c'est effectivement les aides à la rénovation des logements pour les propriétaires. Ces moyens-là sont divisés par 2. Et c'est les aides qu'on a pour passer à des véhicules propres. Vous savez, on a mis en place pour améliorer la qualité de l'air des ZFE, des zones à faible émission. Et bien, en contrepartie, il faut pouvoir aider les gens à aller vers des véhicules moins polluants. La prime à la conversion va baisser? Oui, en fait, on a les moyens qui étaient sur ces aides-là diminuent de manière très forte. Et enfin, on a des budgets qui sont ceux qui permettent de garantir une habitabilité de la planète, de conserver l'eau, les sols, la biodiversité, qui sont aussi en baisse. Donc on est vraiment, on touche au cœur de la politique et de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, alors qu'on devrait être en augmentation. En même temps, c'est vrai que ça baisse, hein, ça c'est indéniable. Ça baisse un peu partout, d'ailleurs c'est un coup de rabot sur quasiment tous les ministères qui a été fait sur les budgets de l'État. Mais ce budget garde le malus sur les voitures thermiques les plus polluantes. Ce budget augmente la TVA, elle passe à 20% sur les chaudières à gaz. La taxe sur les billets d'avion aussi. Mais qui est réduite. Mais elle existe. Oui, mais elle est réduite. Ça ne va pas dans le bon sens, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. On doit être dans une trajectoire. Et c'est la trajectoire du SGPE. C'est quoi ça, le SGPE? Vous saviez, c'était cette direction attachée auprès d'Elisabeth Borne qui a fait tout un travail pour voir quelle devrait être la planification écologique pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire et quels sont les moyens qu'on doit mettre pour arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, aujourd'hui, on devrait augmenter les moyens mis sur cette politique. Et tout ça, c'est fini avec Bayrou? Ben oui, en fait, le budget devient un budget congru. Et ce n'est pas possible. Vous l'avez rencontré, vous avez parlé longuement d'écologie avec François Bayrou. J'aimerais bien comprendre quel est votre sentiment. C'est un fils d'agriculteur, il a été à la planification, au commissariat au plan. L'écologie, c'est quoi pour lui? Est-ce qu'il est néoconverti ou est-ce qu'il a l'écologie dans l'âme? C'est quoi sa religion exactement moi, sur l'écologie? Je sens plutôt quelqu'un qui n'a pas de religion en matière d'écologie, pour qui c'est extrêmement loin. Et d'ailleurs, son discours de politique générale, c'est 1 minute sur l'écologie. Et c'est par contre des attaques frontales, donc c'est 1h30 de discours, 1 minute sur l'écologie, et des attaques frontales contre l'Office français de la biodiversité. C'est la première fois qu'on a un Premier ministre qui lâche en direct ses agents, qui font respecter la loi et qui sont missionnés par l'État. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y croit pas à l'écologie pour vous? Non, je pense qu'il n'y croit pas. Et je pense même au-delà de ça qu'il est dans une coalition avec la droite qui a décidé de faire de l'écologie un sujet de conflit. Et c'est pour ça, en fait, que ça baisse dans l'écologie. C'est pour ça que nous n'avons rien obtenu, parce qu'en fait, ils sont en train d'attaquer de manière systématique l'ADEME, l'OFB et toutes les politiques environnementale. L'Office français de la biodiversité. Pardon, oui, l'Office français de la biodiversité et ses agents. En fait, l'ADEME ne va pas être supprimée. Oui, mais regardez, en fait, c'est dans les discours, c'est en train de s'installer. Il y a des réductions de budget, et puis on commence à dire que quand même, on se questionne. On voit bien qu'en fait, ils sont en train, peu à peu, de déconstruire toute la politique environnementale construite depuis le Grenelle de l'environnement. Et donc, ça devient un point de clivage majeur. Et donc, en fait, qu'est-ce que fait François Bayrou? Il cède à sa droite, parce que je pense qu'il n'a pas de colonne vertébrale sur la question environnementale. Pourtant, il avait fait des rapports sur le sujet quand il était au plan. On ne l'a pas vu. Bon. Je voudrais qu'on dise un mot des municipales à Paris, parce que Yannick Jadot, il n'a pas réussi à fédérer les autres candidats écologistes derrière son nom pour 2026. Vous le regrettez? Vous aviez signé un appel en sa faveur? Moi, je pense que Yannick Jadot aurait été un très bon candidat. Après, on a la chance d'avoir des candidats et des candidates qui ont aussi de l'expérience, une connaissance de Paris, de ses dossiers. Et donc, je pense qu'on a toutes les compétences pour faire une très belle campagne. Donc, il y aura une primaire?
Il y aura une primaire, il y aura un choix militant et nous c'est le meilleur moyen de rassembler. Candidate. En tout cas, c'est celui qui a été choisi par les Parisiens, en tout cas les militants parisiens et parisiennes écologistes, et donc c'est celui qui aura lieu. Il y aurait pu y avoir un accord collectif pour se dire comment est-ce qu'on fait campagne ensemble. Ça n'a pas été possible. Moi, je pense que cette primaire, ça doit être un primaire de vision, de projet qui permet après de rassembler et d'amorcer une dynamique pour que les écologistes puissent gagner. Il n'a pas complètement renoncé. Il a dit on verra, si l'étalage des divisions est trop importante, que personne ne se dégage, ce serait un recours. Vous le souhaitez ? Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est la réussite de la primaire et que nous ayons un ou une candidate qui émerge et qui puisse mener campagne. On verra, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de villes. La question, c'est de les conserver, voire même d'essayer d'en ravir de nouvelles. Et l'écologie, ça marche très bien au niveau municipal. On verra quel sera On est très fiers du travail qui est fait par les maires. Qu'est-ce que vous allez porter dans les mois prochains? L'écologie parle aux Français. Il y a beaucoup d'attentes. Vous n'avez que 38 députés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez des initiatives parlementaires dans les propositions de loi ou même des réformes auxquelles vous pourriez participer avec le gouvernement. À quoi peut-on s'attendre en matière d'écologie avec vous à la tête de ce groupe? Alors, ce qu'on espère, c'est que le 20 février, nous ayons une victoire, c'est-à-dire que la loi contre les polluants éternels soit définitivement adoptée. C'est-à-dire qu'on est les fameux PFAS, et donc on est vraiment de l'interdiction dans des produits du quotidien, le maquillage, les tissus, en fait, que nous n'ayons plus ces polluants qui mettent en danger notre santé. Ça, c'est notre objectif pour dans une dizaine, quinzaine de jours, c'est-à-dire d'avoir une victoire concrète, que cela devienne une loi. C'est la première chose. La deuxième chose, nous portons aussi un projet qui est d'une certaine manière un changement de société, c'est la question de la sécurité sociale alimentaire. Ce droit à l'alimentation pour tous, ça sera dans notre niche. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, c'est cette idée de dire, on a plusieurs, vous parliez du travail qu'on fait dans nos municipalités, on a de nombreuses municipalités qui expérimentent cette sécurité sociale de l'alimentation. Cette idée qu'on doit pouvoir tous bien manger et donc de rapprocher à la fois la production locale des consommateurs, y compris des consommateurs les plus modestes. L'idée de dire, c'est l'alimentation saine et de qualité, c'est un droit. Et plutôt que de toujours renier sur la question de la sécurité sociale, c'est inventons de nouveaux droits en phase avec la période qu'on vit. Il y a une majorité pour ça dans cette émission? Eh bien, écoutez, on va voir. Commission dans une semaine, on verra comment chacun se positionne, mais je pense que l'aspiration à bien manger, à mieux manger, est extrêmement profonde. Et ce qu'on propose, c'est un peu le modèle territoire zéro chômeur, c'est d'avoir des expérimentations un peu partout en France, de soutenir ces expérimentations qui sont déjà là pour démontrer que ce modèle peut fonctionner. On attend d'un instant à l'autre le résultat de la deuxième motion dont on comprend qu'elle a toutes les chances d'être rejetée. François Bayrou va sans doute rester donc à Matignon. Vous souhaitez qu'il soit censuré à nouveau très rapidement, ou là, il faudrait quand même lui laisser un peu de temps, un peu d'oxygène pour essayer de gouverner dans la stabilité. Alors, je veux rappeler que cette motion de censure, elle ne découle pas de rien. Elle découle d'un 49.3. Que s'il y a quelque chose sur lequel le groupe écologiste et social avait été très clair dès la censure de Michel Barnier, c'est de dire la seule manière d'arriver à faire des compromis réels, c'est de s'engager à ne plus utiliser le 49.3, puisque c'est la seule chose qui oblige le gouvernement à aller trouver des votes positifs. Oui, mais c'est ça qui crée un point de blocage, c'est-à-dire qu'en fait, il passe en force. Sur le budget, ça vous conviendrait? Non, pas de 49.3, tout court, parce qu'en fait, c'est ce qui permet les bons compromis. Là, aujourd'hui, on a un mauvais compromis, on a un mauvais budget. Merci beaucoup, Cyrielle Chatelain, d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. On va rejoindre immédiatement Elsa Mondingava. Quel est le résultat de cette motion de censure? Alors, je vous rappelle qu'on attendait les résultats de la deuxième motion de censure de la journée, celle qui vient après le 49.3 sur la première partie du budget de la sécurité sociale. 122 députés ont voté pour. C'est très loin des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Elle faisait suite à la première motion de censure de la journée. Celle-ci, elle venait après un 49.3 sur le projet de loi de finances, le PLF, elle aussi repoussée, puisque 128 députés ont voté pour. Et là, en ce moment même, François Bayrou, écoutez bien, suivez bien, est en train d'activer un deuxième 49.3 sur la deuxième partie du budget de la sécurité sociale. 49.3, il y aura donc une autre motion de censure, elle sera débattue très certainement en début de semaine prochaine. Et tenez-vous bien, il y aura un troisième 49.3, puisqu'il y a 3 parties dans le budget de la sécurité sociale, et une autre motion de censure. Attention, ce sera
pas la dernière, je ne sais pas si vous pouvez toujours suivre, mais les socialistes en déposeront une spontanée, c'est-à-dire pas après un 49.3 sur la question des valeurs autour du 19 février. Voilà donc pour un calendrier à l'Assemblée avec succession de 49.3 et de motions de censure pour en finir avec l'examen budgétaire. Merci infiniment Elsa Mondingaba. Croyez-moi, vous êtes tellement limpide qu'on arrive à vous suivre. Merci infiniment. Allez, on va terminer avec la dernière rubrique de l'émission. Tout de suite, c'est la question qui fâche. Tir croisé ce soir avec ma consoeur Stéphanie Despierres. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Évidemment, journaliste politique à la rédaction d'LCP et on est ravis d'accueillir Claire Conruy. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue du Figaro. Installez-vous, préparez vos arguments. On va parler de la droite ce soir. Voici la question qui fâche. Pour la question qui fâche, d'un côté Bruno Retailleau, de l'autre Laurent Wauquiez, tous deux côte à côte, ou plutôt face à face. Le mot de la journée ? Refonder tous ensemble, avec un esprit collectif. Un bureau politique sous haute tension pour parler de l'avenir du parti. Résultat, à la sortie... Monsieur Copé, Très bien passé. Ça s'est très bien... Non, bien sûr que non, ça s'est très bien passé. L'histoire récente et plus ancienne a démontré que tout ce qui s'apparente à une désunion de la droite, et c'est une règle en politique, emporte avec elle beaucoup de désordre. Et du désordre, il y en a. À l'approche du congrès LR, Laurent Wauquiez ne s'en cache pas, le patron des députés de droite convoite la présidence. Sauf que c'était sans compter un caillou dans sa chaussure. L'appétit et surtout la popularité du ministre de l'Intérieur. Nous avons un problème inverse à celui des autres partis. Nous avons plein de gens brillants. Il reste juste à trouver la manière dont on va arbitrer, je dirais, les projets. Je ne sais pas ce que pensent les Français. Le dernier sondage, le voici. À la question qui pour présider les LR, 24% des interrogés répondent Bruno Retailleau. Pour les proches du ministre de l'Intérieur... Briguer la présidence de LR pourrait être utile à Bruno Retailleau. Il deviendrait maître des horloges et du temps. Un poste stratégique à 2 ans de l'élection présidentielle. La une de Valeurs Actuelles se questionne même... Et si c'était lui? Le pire pour la droite, c'est ce que vous essayez de décrire où on s'affronte. Ce que j'essaye de faire depuis maintenant 6 mois, c'est qu'on soit chacun dans notre rôle, qu'on soit complémentaires. Ce duo se transformerait-il en duel? Hier soir, la tension est montée d'un cran. Un tête-à-tête entre les deux hommes, organisé à Beauvau. Alors la question qui fâche ce soir, est-ce le retour de la guerre des droites? Stéphanie Despierres, c'est reparti. En tout cas, ça commence assez mal et on va plutôt vers une guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Le dîner qu'ils ont eu hier soir, c'est pas très bien passé. L'entourage de Laurent Wauquiez a fait savoir que le patron de la région Rhône-Alpes avait dit à Bruno Retailleau, à toi d'incarner la droite au gouvernement, à moi de gérer la refondation de la famille politique. Et il le menace, si tu romps cet accord, tu porteras la responsabilité d'allumer une guerre des chefs qui sera dévastatrice. Bref, le dessert devait être un petit peu difficile à avaler. Claire Conruy, il y a une rivalité évidente entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Il y a un effet Retailleau à droite, ça on peut le dire véritablement dans cette famille politique. C'est pour ça que la rivalité est en réalité très circonstancielle, parce qu'encore une fois, personne n'avait imaginé que si ce duel se cristallise, il aurait bien lieu. Ce qu'a dit Laurent Wauquiez hier soir à Bruno Retailleau, c'est-à-dire chacun dans son rôle, toi au gouvernement, à moi la refondation du parti, c'est vrai que c'était, entre guillemets, le deal entre les deux hommes cet été. Il le veut, le parti, Bruno Retailleau, non ? Et bah oui, et ce qui a changé entre-temps, c'est que Bruno Retailleau a été par 2 fois nommé ministre de l'Intérieur et propulsé par la popularité qu'on lui connaît, que vous montriez. Et que ça a d'abord donné des idées à son entourage et à des élus et évidemment aux militants, et que maintenant cette petite idée a fini par fleurir dans la tête de Bruno Retailleau, ce qui donne lieu à ce qui ressemble au tout début d'une guerre des chefs. Pour l'instant, tout ça, c'est une colère un peu sourde. On va voir comment ça évolue. Pour bien comprendre, pour ceux qui nous regardent, ils veulent la même chose, les deux. Ils veulent le parti et ils veulent la présidentielle, la candidature. Est-ce que je résume bien les choses ?
Oui, après, il y en a un des deux qui peut-être y pense pas depuis aussi longtemps que l'autre, mais... c'est Bruno Retailleau. C'est Bruno Retailleau qui, jusque-là, que les Français ne connaissaient pas. Il était le patron des sénateurs Les Républicains, et c'est vrai que le fait qu'il soit ministre de l'Intérieur lui le met en lumière. Il a une énorme cote de popularité, donc il commence à songer à quelque chose que peut-être il n'envisageait pas il y a encore quelques semaines et quelques mois. Pour bien comprendre également, c'était Ciotti, le patron des LR. Hein. Il est parti. Donc, qui dirige aujourd'hui? En fait, c'est une direction collégiale depuis le départ d'Éric Ciotti qui a qui a créé l'Union des droites et s'est allié avec le Rassemblement national. Donc, en plus, les Républicains ne sont pas encore tout à fait remis de cette énorme secousse qui a eu lieu au moment des législatives. Donc, c'est une direction collégiale. Ce matin, on a senti que Laurent Wauquiez ne voulait pas trop presser le calendrier pour organiser un congrès. On a parlé d'avant l'été. Pendant le bureau politique, Michel Barnier, mais aussi Gérard Larcher ont demandé à ce que le calendrier aille plus vite, qu'il fallait désigner un président du parti plus rapidement. On peut considérer que ça arrangerait Bruno Retailleau, qui peut surfer sur sa popularité actuelle. Donc voilà, il y a une guerre de calendrier pour savoir exactement comment ça va se passer ensuite, comment on va désigner un nouveau président de parti. Pierre Conruy, Bruno Retailleau, il veut que ça aille vite, et Laurent Wauquiez, il veut au contraire faire traîner pour départager qui sera le futur chef de la droite. Il va y avoir un congrès, ça veut dire quoi? Des primaires? Comment ça peut se passer? L'idée, c'est que dans 2 semaines, il y ait un nouveau bureau politique qui tranchera une date pour notamment déterminer le jour de l'élection du président du parti par les adhérents. Évidemment, ça, c'est des arguments de chaque côté, de chaque camp qu'on entend. C'est-à-dire, il fait exprès, Laurent Wauquiez fait exprès de retarder, en espérant que la popularité du ministre de l'Intérieur s'effrite. Quand Bruno Retailleau voudrait justement profiter de cette espèce de notoriété, de moment Retailleau, si on peut appeler ça comme ça, pour se lancer. On peut préciser que Bruno Retailleau n'est pas le seul qui veut accélérer le calendrier, et ça pour des raisons plus larges que celles qui concernent ces deux personnalités. C'est que si on arrive au début de l'été et qu'il y a des législatives anticipées, voire pourquoi pas une présidentielle anticipée, la droite doit être prête, et si elle n'a ni chef de parti, ni candidat pour se lancer pour le plus haut poste de la nation, c'est quand même très problématique. Évidemment, c'est une vraie rampe de lancement d'être à la tête d'un parti quand on est candidat à la présidentielle. C'est pour ça qui veut le parti Bruno Retailleau, il faut être très clair. Très clairement, même si les Républicains ont par exemple encore des problèmes d'argent, donc parfois on prend un parti aussi pour avoir la cagnotte et la puissance financière derrière pour mener une campagne. Bon là, les finances du parti sont améliorées, mais c'est encore pas formidable. Il y a beaucoup moins d'adhérents qu'à une époque. On donne des chiffres, mais on n'est pas très sûr. 12 000, 17 000, certains montent jusqu'à 27 000. Mais ça, c'est le Congrès qui va permettre de voir un petit peu ça. Donc, mais quand même, on ne peut pas en France faire une campagne sans être adossé à un parti. Et les Républicains se disent, malgré l'espace politique assez pris à droite et sur leur droite, qu'il y a un espace. Et si on veut essayer d'aller dans cet espace, il faut la force de frappe d'un parti, même s'il est un peu moins fort qu'il y a quelques années. Alors, un espace pour le parti, et puis à la présidentielle, hein, quand même, là, très clairement, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, les sondages plient le match en faveur de Bruno Retailleau. Et on se souvient de la une de Valeurs Actuelles. Et si c'était lui, 25% de propension à voter. Hein, ce n'est pas des intentions de vote. Pour 2027, 16 seulement pour Laurent Wauquiez. Il paye quoi, Laurent Wauquiez? Il paye son refus d'entrer au gouvernement? Oui, très clairement. Même si on ne peut pas refaire l'histoire. Mais à mon avis, la faute originelle de cette période de Laurent Wauquiez, c'est d'avoir refusé de rentrer au gouvernement et de tout simplement d'avoir refusé de s'offrir une exposition beaucoup plus large que quand on n'est même pas encore chef d'un parti dans un État, comme vous l'avez très bien dit, moribond. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, je veux dire, idéologiquement, on n'est pas sur quelque chose d'absolument différent. C'est quasiment ton sur ton, au moins sur les primaires précédentes, par exemple. Oui, exactement, contrairement aux primaires précédentes, où là, vraiment, il y avait des lignes qui sont confrontées. Ciotti Pécresse, c'était deux candidats. Exactement, et donc là, se cristallisent deux personnalités. D'un tout petit mot, on connaît l'adage, la droite, la machine à perdre, la plus bête du monde. Cette guerre des chefs, elle pourrait paralyser et faire échouer la droite, vous pensez? D'un mot?
Oui, probablement. C'est le grand risque et c'est ce que tous les cadres ont en tête. Ils ont eu un moment Barnier où ils se sont dit c'est bon, on revient au pouvoir, aux manettes, on a un peu d'espoir, un peu d'optimisme. Il ne faudrait pas tout gâcher. Il ne faudrait pas tout mettre par terre. Merci infiniment, mesdames, pour ce décryptage. Une question qui ne fâche pas vraiment, mais qui nous éclaire ce soir. Allez, avant de se quitter, ces images de la cérémonie des trophées médias Club L. LCP est partenaire. Vous le voyez, elle se tient en ce moment même à l'hôtel de la Sey à l'Assemblée nationale ce soir. Elle récompense ceux et celles qui œuvrent à une meilleure représentation des femmes dans les médias. Et il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes dans ce combat. La documentariste Anna Assouline, à l'origine du collectif Les Guerrières de la Paix, est l'une des lauréates. Nous la recevrons demain soir. Vous la voyez à l'écran avec sa co-réalisatrice Sonia Terab. À demain, donc, même lieu, même heure, palmarès, si vous voulez suivre en direct, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'LCP. Merci de votre fidélité et très belle soirée.